Au cœur de la forêt dense, là où même les rayons du soleil hésitent à pénétrer, se dressait une vieille maison en ruine. Les habitants du village voisin l'appelaient « la maison du diable ». Personne n'osait s'en approcher, car des histoires terrifiantes circulaient à son sujet. Un soir d'automne, alors que le vent hurlait à travers les arbres dénudés, un groupe d'amis décida de braver les légendes et d'explorer la maison. Armés de lampes torchées et de courage, ils franchirent le seuil de la demeure abandonnée. À l'intérieur, l'air était glacial et une odeur de moisissure imprégnait chaque recoin. Les murs étaient couverts de graffitis étranges, et des bruits de pas résonnaient dans les couloirs sombres. Soudain, une porte grinça et se referma violemment derrière eux. Pris de panique, ils tentèrent de fuir, mais la maison semblait avoir une volonté propre. Les portes se verrouillaient, les fenêtres se fermaient, et des ombres menaçantes se dessinaient sur les murs. L'un des amis, plus courageux que les autres, décida de descendre à la cave, espérant trouver une issue. Mais ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. Des chaînes rouillées pendaient du plafond, et des marques de griffes étaient gravées dans les murs. Au centre de la pièce, une silhouette sombre se tenait immobile, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. La maison n'était pas seulement hantée, elle était vivante. Et elle avait faim. Dans la grande ville de New York, connue pour ses rues animées et ses gratte-ciels imposants, une légende urbaine persistait depuis des décennies. On racontait que, chaque nuit de pleine lune, des ombres mystérieuses apparaissaient dans les ruelles sombres, semant la terreur parmi les habitants. Un soir d'automne, Léonie, une jeune étudiante en histoire, décida de mener sa propre enquête sur ces phénomènes étranges. Armée de son appareil photo et de son carnet de notes, elle se rendit dans le quartier le plus ancien de la ville, là où les histoires étaient les plus effrayantes. Alors qu'elle avançait prudemment dans une ruelle étroite, une brume épaisse commença à se lever, enveloppant les lieux d'une atmosphère oppressante. Soudain, elle entendit des murmures indistincts, comme des voix venues d'un autre monde. Son cœur battait la chamade, mais sa curiosité la poussait à continuer. Au détour d'un coin, elle aperçut une silhouette sombre, immobile. Léonie s'approcha lentement, mais la silhouette disparut avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Elle sentit alors une main glacée se poser sur son épaule. Léonie se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. La peur commençait à la gagner, mais elle continua d'avancer, déterminée à découvrir la vérité. Soudain, elle trébucha sur quelque chose et tomba au sol. En se relevant, elle découvrit un vieux journal, couvert de poussière. Les pages étaient remplies de récits d'événements étranges et de disparitions mystérieuses, tous liés à ces ombres. Alors qu'elle feuilletait le journal, une dernière page attira son attention. Elle y trouva une photo ancienne d'un groupe de personnes, avec une note indiquant « Les gardiens des ombres ». Léonie comprit alors que ces ombres étaient autrefois des gardiens, chargés de protéger la ville contre des forces maléfiques. Mais quelque chose avait mal tourné, et ils étaient maintenant piégés entre deux mondes. Léonie réalisa qu'elle devait libérer ses âmes tourmentées. En suivant les indices du journal, elle trouva un ancien rituel qui pourrait les libérer. Avec courage, elle exécuta le rituel au cœur de la nuit, sous la lumière de la pleine lune. Les ombres commencèrent à se dissiper, et une voix douce murmura « Merci ». Léonie sentit une chaleur réconfortante l'envahir, et elle sut que les gardiens étaient enfin en paix. Depuis ce jour, les ruelles de New York redevinrent calmes, et la légende des ombres disparut peu à peu des mémoires. Il y a longtemps, dans un petit village isolé, vivaient deux sœurs, Elodie et Margot Grave. Elles étaient connues pour leur beauté envoûtante et leur mystérieuse demeure au sommet de la colline. Mais derrière leur sourire charmant se cachait un sombre secret. Tout a commencé par la disparition de jeunes enfants du village. Les habitants, terrifiés, murmuraient que les sœurs Grave étaient responsables. Un soir, un groupe de villageois courageux décida de se rendre à la maison des sœurs pour découvrir la vérité. La maison des Graves était un labyrinthe de couloirs sombres et de pièces poussiéreuses. Les villageois, armés de lanternes, avançaient prudemment, leur cœur battant la chamade. Soudain, un cri perçant résonna dans la maison, glaçant le sang de tout. Au cœur de la maison,
les villageois découvrirent une pièce secrète remplie de vieux grimoires et de potions étranges. Au centre, un hôtel sinistre où les sœurs graves pratiquaient des rituels interdits. Élodie et Margot apparurent, leurs yeux brillant d'une lueur maléfique. Dans la ville côtière de Mist Harbor, un vieux phare abandonné était l'objet de nombreuses légendes. On disait qu'il était hanté par les spectres des marins perdus en mer. Un jeune homme nommé Lucas, intrigué par ces histoires, a décidé de découvrir la vérité. Armé de sa lampe de poche et de son courage, il a commencé à explorer le phare une nuit de pleine lune. À l'intérieur, Lucas a découvert un labyrinthe de tunnels et de pièces cachées. Il a entendu des murmures étranges et a vu des ombres se déplacer dans les coins de sa vision. Il savait qu'il n'était pas seul. Alors qu'il s'enfonçait de plus en plus profondément dans le labyrinthe, Lucas a commencé à voir des apparitions de marins fantômes. Il semblait perdu et confus, condamné à errer éternellement dans le labyrinthe. Lucas a réalisé qu'il devait aider ces spectres à trouver la paix. Il a utilisé son intuition et son intelligence pour naviguer dans le labyrinthe, guidant chaque spectre vers la lumière du phare. Un à un, les spectres ont disparu, libérés de leur tourment éternel. Quand le dernier spectre a disparu, le phare a brillé d'une lumière éclatante, illuminant la côte de Mist Harbor. Lucas est sorti du phare, épuisé mais satisfait. Il avait traversé le labyrinthe des spectres et avait mis fin à la malédiction du phare. Il était une fois, dans un monde fantastique rempli de magie et de mystère, une jeune fille nommée Amy. Elle vivait dans un petit village entouré de forêts luxuriantes et de montagnes majestueuses. Amy était connue pour sa gentillesse et sa sagesse, mais surtout pour sa capacité à apporter le calme partout où elle allait. Ses yeux pétillaient comme des étoiles, et son sourire rayonnait comme le soleil. Un jour, un sombre nuage de tristesse s'abattit sur le village. Les habitants étaient agités et inquiets, et même les animaux semblaient perdre leur joie de vivre. Amy savait qu'elle devait agir. Elle entreprit un voyage à travers la forêt enchantée, à la recherche de réponses pour apaiser le cœur de son village. Sur son chemin, elle rencontra des créatures magiques et des esprits bienveillants qui l'aidèrent à trouver la force intérieure nécessaire pour accomplir sa quête. Finalement, après de nombreuses épreuves et rencontres magiques, Amy découvrit un ancien arbre vénérable au cœur de la forêt. Cet arbre était le gardien de la sérénité, et il lui confia une précieuse graine de paix. Amy comprit que cette graine était le remède tant attendu pour ramener la tranquillité dans son village. Elle la planta au centre de la place principale, et bientôt, une magnifique fleur d'un bleu éclatant émergea, répandant une aura apaisante sur tout le village. Le calme revint, les cœurs s'apaisèrent, et la joie retrouva sa place. Amy était devenue une héroïne, non pas par la force ou la magie, mais par sa capacité à apporter la paix et la sérénité aux autres. Son nom fut chanté par les bardes, et sa légende perdura à travers les âges, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, la tranquillité peut être trouvée en écoutant la voix douce et apaisante qui réside en chacun de nous. Dans la petite ville de Moonlight Ridge, les habitants vivaient dans la peur d'une ancienne légende. On disait qu'à chaque pleine lune, un loup-garou hantait les bois environnants. Un jeune homme nommé Max, intrigué par la légende, a décidé de découvrir la vérité. Armé de sa curiosité et de son courage, il a commencé à enquêter. Une nuit de pleine lune, Max s'est aventuré dans les bois. Il a entendu un cri lointain qui a fait frissonner son échine. Il a suivi le son jusqu'à une vieille cabane abandonnée. À l'intérieur, il a trouvé une vieille carte et un médaillon en argent. La carte menait à une grotte cachée dans les montagnes, et le médaillon portait une inscription qui parlait d'une malédiction et d'un remède. Max a suivi la carte jusqu'à la grotte. À l'intérieur, il a trouvé un loup-garou enchaîné. Il était évident que la créature souffrait. Max a réalisé que le loup-garou était autrefois un homme qui avait été maudit. Se souvenant de l'inscription sur le médaillon, Max a décidé d'aider. Il a placé le médaillon autour du cou du loup-garou. À l'instant où le médaillon a touché la peau de la créature, une lumière brillante a rempli la grotte. Quand la lumière s'est dissipée, un homme se tenait à la place du loup-garou. Il a remercié Max et a expliqué qu'il avait été maudit par une sorcière il y a des siècles. Grâce à Max, la malédiction a été levée et le cri du loup-garou ne hante plus les bois de Moonlight Ridge.
Max est retourné en ville en héros, ayant mis fin à la terreur qui avait longtemps régné. Il était une fois, dans la brume épaisse de Londres, la tour de Londres se dressait comme un monolithe sombre et menaçant. Depuis des siècles, elle était le théâtre de nombreux événements sinistres, des exécutions royales aux trahisons les plus sombres. Un soir, un gardien nommé Thomas faisait sa ronde habituelle. Alors qu'il passait devant la salle des joyaux de la couronne, il entendit un bruit étrange. C'était un murmure doux, presque comme un chant. Intrigué, il s'approcha de la porte massive. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit toute seule. À l'intérieur, les joyaux de la couronne brillaient d'une lumière surnaturelle. Au milieu de la pièce, une silhouette voilée flottait au-dessus du sol. C'était Anne Boleyn, la reine décapitée, tenant dans ses mains le collier de perles qu'elle portait le jour de son exécution. Thomas était pétrifié de peur. Il voulait crier, mais aucun son ne sortait. Anne le regarda avec des yeux vides et commença à s'approcher de lui. Elle tendit la main et toucha son visage. À ce moment-là, Thomas sentit un froid glacial envahir son corps. Il se réveilla le lendemain matin, allongé sur le sol de la salle des joyaux de la couronne. Il se leva précipitamment et courut vers la sortie. Depuis ce jour, Thomas n'a jamais remis les pieds dans la tour de Londres. Et jusqu'à ce jour, on dit que si vous vous promenez près de la tour de Londres tard dans la nuit, vous pouvez entendre le doux chant d'Anne Boleyn et voir la lueur surnaturelle des joyaux de la couronne. Je m'appelle Amy et j'ai 8 ans. L'année dernière, lors de vacances en Roumanie, mon papa et moi avons visité le château de Bran, connu comme le château de Dracula. C'était une nuit sombre et orageuse. Mon papa et moi avons décidé de faire une visite nocturne du château. Alors que nous nous promenions dans les couloirs sombres, j'ai entendu un bruit étrange venant de l'une des tours. C'était un grincement, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait. Curieuse, je me suis éloignée de mon papa et j'ai suivi le son. Je suis montée dans la tour et j'ai trouvé une vieille porte en bois. Avec un peu d'hésitation, j'ai poussé la porte et je suis entrée. À l'intérieur, il y avait une vieille chaise à bascule qui bougeait toute seule. J'ai eu un frisson. Soudain, j'ai vu une ombre passer devant la fenêtre. J'ai crié et je suis sortie en courant de la tour. Quand j'ai retrouvé mon papa, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il m'a regardé avec sérieux et a dit « Je te crois, Amy. Il y a des choses dans ce monde que nous ne comprenons pas toujours. » Depuis ce jour, chaque fois que je pense au château de Bran, je ressens un frisson. Je sais que quelque chose d'étrange se cache dans cette tour. Et même si c'est effrayant, je sais que mon papa me croit et ça me donne du courage. Il était une fois, un groupe d'amis aventureux qui ont décidé de visiter l'île de Poveglia, connue comme l'une des îles les plus hantées du monde. Ils ont navigué vers l'île en pleine nuit, armés de lampes de poche et d'une curiosité insatiable. En arrivant sur l'île, ils ont été accueillis par le silence sinistre qui enveloppait l'endroit. Les bâtiments abandonnés et les arbres dénudés ajoutaient à l'atmosphère effrayante. Ils ont commencé à explorer, se frayant un chemin à travers les ruines de ce qui était autrefois un hôpital pour les malades de la peste. Soudain, ils ont entendu un bruit sourd provenant de l'un des bâtiments. En s'approchant, ils ont vu une silhouette sombre à travers une fenêtre brisée. La silhouette semblait les regarder, puis elle a disparu. Les amis, maintenant terrifiés, ont décidé de quitter l'île. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers leur bateau, ils ont entendu un cri perçant qui a résonné dans toute l'île. Ils se sont retournés pour voir une apparition flottante, vêtue de vêtements d'époque, avec des yeux vides et une expression de douleur éternelle. Ils ont couru vers leur bateau et ont quitté l'île aussi vite qu'ils le pouvaient. Mais même une fois qu'ils étaient en sécurité, ils ne pouvaient pas oublier les yeux vides de l'apparition. L'île de Poveglia avait laissé une marque indélébile sur leur esprit, une marque qui leur rappellerait toujours la terreur qu'ils avaient ressentie cette nuit-là. Dans la vallée de la Loire, le château de Brissac se dresse majestueusement, cachant en son sein des siècles d'histoire et de secrets. Parmi eux, l'histoire de la Dame Verte, un fantôme qui hante les couloirs du château. Un soir d'automne, un visiteur nommé Jacques est arrivé au château pour une visite nocturne. Alors qu'il déambulait dans les couloirs sombres, il a entendu un bruit étrange venant de l'une des chambres. C'était un sanglot étouffé, comme celui d'une femme en pleurs.
Poussé par la curiosité, Jacques a suivi le son jusqu'à une chambre ornée de tapisseries anciennes. À sa grande surprise, il a vu une femme vêtue d'une robe verte, pleurant dans un coin de la pièce. C'était la Dame Verte, le fantôme du château. Jacques a essayé de s'enfuir, mais ses pieds ne bougeaient pas. La Dame Verte s'est tournée vers lui, ses yeux vides fixés sur Jacques. Elle a tendu la main vers lui et a murmuré « Aidez-moi ». À ce moment-là, Jacques a senti une vague de froid envahir son corps. Il s'est évanoui et s'est réveillé le lendemain matin à l'extérieur du château, sans aucun souvenir de comment il était arrivé là. Depuis ce jour, Jacques n'a jamais osé retourner au château de Brissac. Et on dit que si vous visitez le château la nuit, vous pouvez entendre les sanglots de la Dame Verte et sentir sa présence dans les couloirs sombres du château. Il était une fois, dans une petite ville appelée Carbet, un phénomène étrange qui commença à se produire. À chaque minuit précise, des ombres semblaient prendre vie, se déplaçant indépendamment de leur propriétaire. Au début, les habitants pensaient que c'était un tour de leur imagination, une illusion créée par la fatigue et la faible lumière. Mais bientôt, il devint évident que quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre. Les ombres commencèrent à agir de manière de plus en plus menaçante, prenant des formes terrifiantes et murmurant des choses inaudibles. Les habitants vivaient dans la peur constante de ce qui pourrait arriver lorsque l'horloge sonnerait minuit. Un soir, un courageux habitant nommé Pierre décida de confronter ces ombres. Armé d'une lanterne magique censée repousser les esprits maléfiques, il se dirigea vers la place du village à minuit. À son arrivée, les ombres se rassemblèrent autour de lui, murmurant et se contorsionnant. Pierre leva sa lanterne et un éclat de lumière pure jaillit, engloutissant la place. Il y eut un hurlement collectif alors que les ombres se dispersaient, repoussées par la lumière. Depuis ce jour, les ombres de Carbet restèrent tranquilles, retournant à leur rôle passif de simples silhouettes dans la nuit. Pierre fut salué comme un héros et la paix revint dans la petite ville. Mais même maintenant, lorsque l'horloge sonne minuit, les habitants de Carbet se rappellent les ombres de minuit et laissent une petite lumière allumée. Juste au cas où. Dans le pays de Merlin l'Enchanteur, du roi Arthur et des fées Morgane et Viviane, s'étend la mystérieuse forêt de Brocéliande. S'étendant sur 7000 hectares entre Ille-et-Vilaine et Morbihan, cette forêt abrite des lieux mythiques qui attirent les amateurs du paranormal et les rêveurs en tout genre. Un soir, alors que la lune était pleine, une ombre apparut près de la fontaine de Barenton. Elle semblait chercher quelque chose, se déplaçant avec une détermination silencieuse. Les animaux de la forêt, sentant une présence inconnue, se turent. L'ombre se dirigea vers le tombeau de Merlin. Là, elle prononça une incantation ancienne, et le tombeau s'ouvrit, révélant un passage secret. L'ombre descendit dans le passage, disparaissant de la vue. Au même moment, la fontaine de jouvence commença à bouillonner et le chêne des Indrais frissonna, comme s'il sentait une perturbation dans la forêt. À l'abbaye de Pimpon, les moines ressentirent une vague de froid inexplicable. La nuit suivante, l'ombre réapparut, tenant un objet brillant. C'était l'épée du roi Arthur, Excalibur. Avec un cri triomphant, l'ombre leva l'épée, et la forêt fut envahie par une lumière aveuglante. Quand la lumière se dissipa, l'ombre avait disparu, laissant Excalibur planté dans le sol. Depuis ce jour, les habitants de la région parlent des ombres de Brocéliande, un mystère non résolu qui continue de hanter la forêt. Mais malgré la peur, la forêt de Brocéliande reste un lieu de fascination, attirant les curieux et les courageux qui espèrent un jour découvrir la vérité derrière les ombres de Brocéliande. Dans un petit village au nord de la France, non loin de Dunkerque et de Lille, se trouve une maison qui a été le théâtre d'événements étranges. Située au 15 square Che Guevara, cette maison ordinaire cache un secret terrifiant. Les vitres vibrent sans raison apparente, les tableaux se soulèvent des murs comme s'ils étaient animés par une force invisible, et les couteaux volent à travers les pièces, comme si des esprits malsains y vivaient. Un soir, une famille nouvellement installée commença à remarquer ces phénomènes. Au début, ils pensaient que c'était le vent ou des vibrations de la rue, mais les événements devinrent de plus en plus étranges et effrayants. Les portes se fermaient et s'ouvraient toutes seules, des bruits de pas résonnaient dans les couloirs vides, et une voix féminine murmurait des mots inintelligibles à minuit. La famille vivait dans une peur constante, ne sachant jamais quand le prochain événement se produirait.
Un jour, le plus jeune membre de la famille, une petite fille nommée Sophie, disparut sans laisser de traces. La famille la chercha partout, mais elle semblait avoir été avalée par la maison. C'est alors qu'ils entendirent un rire sinistre venant du grenier. Ils montèrent les escaliers pour trouver Sophie assise au milieu d'un cercle de jouets, riant et parlant à quelqu'un que personne d'autre ne pouvait voir. Depuis ce jour, la famille vit avec les esprits de la maison, apprenant à cohabiter avec eux. Mais ils ne dorment jamais complètement, car ils savent que les esprits sont toujours là, attendant le moment propice pour se manifester. Dans le département du Lot, se trouve une cavité unique, le gouffre de Padirac. Avec ses 35 mètres de diamètre et ses 103 mètres de profondeur, ce gouffre est un spectacle à couper le souffle. Mais derrière sa beauté naturelle se cache une histoire terrifiante. On raconte que Lucifer lui-même aurait creusé ce trou d'un coup de talon, défiant Saint Martin de franchir cet obstacle apparemment insurmontable. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Lucifer a laissé quelque chose derrière lui dans les profondeurs du gouffre. Un soir, un groupe d'explorateurs intrépides décida de descendre dans le gouffre. Ils étaient équipés de cordes, de lampes frontales et d'un courage inébranlable. Mais rien n'aurait pu les préparer à ce qu'ils allaient découvrir. Au plus profond du gouffre, ils trouvèrent une porte en pierre ancienne, couverte de symboles étranges. Malgré leur crainte, ils ouvrirent la porte et furent accueillis par une lumière aveuglante. Quand leurs yeux s'adaptèrent à la lumière, ils virent un spectacle incroyable. Des trésors d'une valeur inestimable, des bijoux étincelants et des pièces d'or remplissent la salle. Mais au milieu de tout cela, il y avait une chose qui attira leur attention, une épée enflammée, suspendue en l'air. Alors qu'ils s'approchaient, une voix retentit, glaciale comme la mort elle-même. « Qui ose perturber mon repos ?» demanda la voix. Les explorateurs se retournèrent pour voir une silhouette sombre se lever de l'ombre, ses yeux brûlant d'un feu infernal. C'était Lucifer, le seigneur des ténèbres lui-même. Furieux d'avoir été dérangé, il condamna les explorateurs à errer éternellement dans les profondeurs du gouffre, leurs cris d'horreur résonnant dans les parois de la cavité. Depuis ce jour, on dit que les âmes perdues des explorateurs hantent le gouffre de Padirac, leurs gémissements de désespoir servant d'avertissement à tous ceux qui oseraient défier Lucifer. Dans la pittoresque commune de Marquet en Dordogne, se dresse le majestueux château de Puymartin. Ce manoir du XVe siècle, avec ses appartements luxueux et ses salles de réception opulentes, cache une histoire qui donne froid dans le dos. Thérèse de Saint-Clar, une châtelaine du XVIe siècle, vivait ici dans l'insouciance et la joie. Mais un jour, alors que son mari rentrait inopinément de la guerre, il la surprit en compagnie de son amant. Fou de rage et de jalousie, il condamna Thérèse à rester prisonnière dans une petite pièce située dans la tour nord. La pièce, sombre et froide, devint le monde de Thérèse. Elle y passa le reste de sa vie, seule, avec pour seule compagnie les murs de pierre et le vent qui sifflait à travers les fentes. Son cœur, autrefois plein d'amour et de joie, se transforma en un bloc de glace. Depuis ce jour tragique, certains prétendent avoir aperçu le fantôme de Thérèse, la Dame Blanche, errant dans les couloirs du château à minuit. Sa silhouette blanche et vaporeuse apparaît soudainement, flottant dans les airs, avant de disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue. Les habitants de Marquet vivent dans la peur constante de cette apparition. Le château de Puymartin, autrefois un lieu de joie et de fête, est maintenant un lieu de mystère et de terreur. Mais malgré la peur, la légende de la Dame Blanche continue de fasciner, rappelant à tous le destin tragique de Thérèse de Saint-Clar. Il y a une vieille maison abandonnée dans ma ville natale. Elle a toujours été entourée de rumeurs et de légendes effrayantes. On dit que ceux qui osent entrer peuvent entendre des murmures inquiétants. Quand j'étais enfant, mes amis et moi avons décidé d'explorer cette maison. Nous avons franchi la porte grinçante et avons immédiatement senti une atmosphère lourde. Puis, nous avons commencé à entendre des murmures. C'était comme si les murs parlaient. Des années plus tard, j'ai décidé de faire des recherches sur cette maison. J'ai découvert qu'une série de tragédies s'y était déroulée. Chaque histoire semblait être accompagnée de ces mêmes murmures. J'ai parlé à d'autres personnes de la ville. Beaucoup d'entre eux ont également eu des expériences effrayantes liées à la maison. Les murmures semblaient être un thème commun. Récemment, j'ai décidé de retourner à la maison.
En entrant, j'ai immédiatement entendu les murmures. Ils étaient plus forts que jamais. Les murmures de la maison abandonnée restent un mystère. Mais une chose est sûre, ils sont le rappel constant des histoires tragiques qui se sont déroulées entre ces murs. Et même si je ne sais pas ce qu'ils signifient, je sais qu'ils sont le véritable écho de l'horreur. Il était une fois une famille qui avait décidé de passer leurs vacances dans leur maison de campagne isolée. La famille était composée du père, Marc, de la mère, Sophie, et de leur fils unique, Maxime, âgé de 10 ans. Un jour, deux jeunes hommes, appelés Pierre et Paul, sont venus frapper à leur porte, demandant de l'aide car leur voiture était tombée en panne. Marc et Sophie, étant des gens aimables, ont accepté de les aider. Cependant, une fois à l'intérieur, Pierre et Paul ont commencé à agir de manière étrange. Ils ont commencé à jouer à des jeux avec la famille, qui sont rapidement devenus de plus en plus effrayants et dangereux. Ils ont forcé la famille à participer à leurs jeux tordus, menaçant de les blesser s'ils ne jouaient pas selon leurs règles. Marc, Sophie et Maxime ont été pris au piège dans leur propre maison, terrorisés par ces deux inconnus. Après une nuit d'horreur, la famille a réussi à s'échapper en trompant Pierre et Paul et en les enfermant dans la cave. Ils ont appelé la police, qui est arrivée et a arrêté les deux hommes. La famille a survécu à cette nuit terrifiante, mais ils n'ont jamais oublié les jeux de la peur auxquels ils ont été forcés de participer. Dans une petite ville côtière, les habitants vivaient une vie paisible, profitant de la beauté de l'océan. Cependant, tout a changé lorsqu'une série de disparitions mystérieuses a commencé à se produire. Les victimes étaient toutes des nageurs ou des pêcheurs qui étaient allés trop loin dans l'océan. Les seules traces qu'ils laissaient derrière eux étaient des embarcations vides et des filets de pêche déchirés. Un jour, un pêcheur local, nommé Jacques, a réussi à échapper à une attaque. Il a raconté une histoire terrifiante d'une créature marine gigantesque avec des griffes tranchantes comme des rasoirs et des yeux qui brillaient dans l'obscurité de l'océan. La nouvelle de la créature a semé la terreur dans la ville. Les habitants ont commencé à éviter l'océan, mais cela n'a pas arrêté la créature. Elle a commencé à venir sur la terre, attaquant les maisons proches de la plage. Dans un acte de désespoir, Jacques et quelques autres pêcheurs courageux ont décidé de traquer la créature. Armés de harpons et de filets, ils sont partis en mer, déterminés à mettre fin à la terreur. Après une bataille acharnée, ils ont réussi à capturer la créature et à la ramener au large, loin de la ville. La ville a retrouvé sa paix, mais les habitants n'ont jamais oublié la terreur que la créature de l'océan leur avait infligée. Il était une fois une famille qui avait décidé de passer l'hiver dans un manoir isolé pour échapper à la vie trépidante de la ville. La famille était composée du père, Thomas, de la mère, Marie, et de leur fils unique, Lucas, âgé de 6 ans. Peu de temps après leur arrivée, Lucas commença à voir des choses étranges. Il parlait de l'homme dans le miroir et de la dame dans la chambre rouge. Thomas et Marie pensaient que c'était juste l'imagination débordante de Lucas, jusqu'à ce que des choses étranges commencent à se produire. Des portes qui s'ouvraient et se fermaient toutes seules, des bruits étranges dans la nuit, et des ombres qui semblaient se déplacer d'elles-mêmes. Thomas, qui était écrivain, commença à être obsédé par l'histoire du manoir et passait des heures à écrire dans son bureau. Un jour, Lucas disparut. Thomas et Marie cherchèrent partout, mais ils ne trouvèrent aucune trace de lui. C'est alors que Thomas découvrit un passage secret dans son bureau qui menait à une chambre rouge. Dans la chambre rouge, ils trouvèrent Lucas, terrifié, avec l'homme dans le miroir et la dame dans la chambre rouge. Ils étaient les esprits des anciens propriétaires du manoir, piégés là depuis des siècles. Avec l'aide d'un médium, Thomas et Marie réussirent à libérer les esprits et à sauver Lucas. Ils quittèrent le manoir et ne revinrent jamais. Il était une fois une famille qui venait d'emménager dans une vieille maison victorienne. La famille était composée du père, John, de la mère, Sarah, et de leur fille unique, Lily, âgée de 8 ans. Peu de temps après leur emménagement, Lily commença à parler d'un nouvel ami imaginaire qu'elle appelait Monsieur Sourire. Sarah et John pensaient que c'était juste une phase normale de l'enfance, jusqu'à ce que Lily commence à raconter des histoires effrayantes sur Monsieur Sourire. Un soir, Lily raconta à ses parents que Monsieur Sourire lui avait dit qu'il vivait dans la maison bien avant qu'il n'y emménage.
Il lui avait dit qu'il était coincé dans un monde sombre et qu'il voulait que Lily le rejoigne là-bas. Inquiets, Sarah et John décidèrent de consulter un médium. Le médium leur révéla que leur maison était construite sur un ancien cimetière et que l'esprit de Monsieur Sourire était en fait un esprit malveillant qui cherchait à emmener Lily dans le monde des morts. John et Sarah firent tout leur possible pour protéger Lily, mais Monsieur Sourire devenait de plus en plus puissant. Ils décidèrent finalement de faire appel à un exorciste pour libérer leur maison de l'esprit malveillant. Après une bataille acharnée, l'exorciste réussit à bannir Monsieur Sourire et à sauver Lily. La famille put enfin vivre en paix, mais ils n'oublièrent jamais l'horreur qu'ils avaient vécue. Dans une petite ville d'Allemagne, un jeune musicien nommé Karl rêvait de devenir un grand compositeur. Il passait ses journées à étudier les œuvres des grands maîtres, en particulier celles de Ludwig van Beethoven. Un soir, alors qu'il jouait la sonate au clair de lune de Beethoven sur son vieux piano, il entendit un bruit étrange. Il se retourna et vit une figure fantomatique se tenant près de lui. C'était le fantôme de Beethoven lui-même. Le fantôme de Beethoven expliqua à Karl qu'il était condamné à errer sur Terre jusqu'à ce que l'une de ses compositions inachevées soit terminée. Il demanda à Karl de l'aider à accomplir cette tâche. Karl accepta et passa des jours et des nuits à travailler sur la composition, guidé par le fantôme de Beethoven. Cependant, plus il travaillait sur la musique, plus des choses étranges commençaient à se produire. Des objets se déplaçaient tout seuls, des mélodies effrayantes résonnaient dans la maison et Karl avait l'impression d'être constamment observé. Le fantôme de Beethoven devenait de plus en plus exigeant et menaçant. Finalement, Karl réussit à terminer la composition. Le fantôme de Beethoven, satisfait, disparut, laissant Karl seul avec la musique terrifiante qu'il avait créée. Depuis ce jour, chaque fois que Karl joue la composition, il peut encore sentir la présence du fantôme de Beethoven, l'observant depuis les ombres.